monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et je tiens bien sûr à commencer par d'immenses remerciements pour votre fidélité. Le journal d'hier soir a dépassé de loin les 400 000 téléspectateurs. C'est un véritable succès qui place TVL bien au-dessus d'un grand nombre de programmes de chaînes subventionnées. Alors à nouveau, un grand merci pour votre soutien si précieux. Continuez à nous aider au maximum, à diffuser nos programmes au plus grand nombre. Cliquez sur le fameux petit pouce en l'air et puis écrivez-nous dans les commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous pour continuer sur notre lancée. Au programme de cette édition, nous revenons sur la visite d'Emmanuel Macron à Washington lundi. Parti avec l'idée de ralentir le processus de paix en Ukraine, le président français, en porte-parole des européistes, est revenu en vantant l'idée d'une trêve pour finalement établir la paix. Une remise au pas que la presse parisienne n'a visiblement pas comprise, un peu comme la situation en Ukraine. Nous irons ensuite outre-Rhin pour évoquer la figure d'Alice Weidel, le chef de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. Elle devrait devenir une figure incontournable de la scène politique allemande. Et puis nous reviendrons en France pour parler des OQTF, ces fameuses obligations de quitter le territoire que si peu de clandestins respectent. L'attaque de Mulhouse samedi a remis une nouvelle fois le sujet sur le devant de la scène, à l'instar de l'incompétence politique face à ce problème. Emmanuel Macron, revenu de la maison mère en visite express à Washington, le président français a rencontré son homologue pour évoquer la paix en Ukraine, discuter sans les Européens. Une rencontre finalement sans grande importance. Donald Trump contraint Emmanuel Macron à accepter la paix en Ukraine, alors que le président français se vantait d'aller à Washington pour tordre le bras du président américain et l'empêcher de faire avancer les pourparlers de paix. Le voici de retour en vantant l'hypothèse d'une trêve imminente. Une trêve pour ne pas dire cesser le feu, que l'équipage néoconservateur de Bruxelles rejette depuis des jours. Un tour de passe-passe sémantique qui signifie bien que le pouvoir à Washington a changé, mais que c'est toujours lui qui décide. D'ailleurs, pour être bien certain qu'Emmanuel Macron ne change pas d'avis dans l'avion, Donald Trump a été très clair lors de la conférence de presse commune. La fois dernière, nous avions dîné à la Tour Eiffel avec votre merveilleuse épouse et ma merveilleuse épouse, et il a commencé à parler du French Deal et répondait en français aux journalistes sur notre accord, et nous n'avions pas de traducteur, donc je répondais oui, en hochant de la tête. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai vu dans la presse ce que Macron avait dit et ce n'était pas du tout ce que nous avions conclu ensemble. Je me suis dit, il m'a bien eu, quel client intelligent. Traduction. On décide et toi tu payes. En réalité, Donald Trump avait prévenu dès sa campagne qu'il voulait rétablir la paix en Ukraine pour mettre fin à un coût important pour une économie américaine déjà en déroute. Dans ce cadre, le nouveau locataire de la Maison-Blanche largue sans aucune difficulté la guerre qui a été fabriquée par ses prédécesseurs néoconservateurs et se réjouit même de voir des Européens suffisamment bêtes pour continuer de contribuer à l'hécatombe. La presse française, visiblement toujours aux ordres de l'Élysée, s'est quant à elle réjouie du voyage d'Emmanuel Macron, estimant presque que ce dernier était parvenu à influencer Donald Trump. Les journalistes se sont aussi tous repus d'une séquence en particulier. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, Mr. President, they get their money back, we don't, and now we do. But that's only fair. Mr. President. Une séquence dont il ne faudrait pourtant pas véritablement être fier. En effet, Emmanuel Macron explique donc que le massacre en Ukraine a en grande partie été financé à fonds perdus par les Européens, dont les Français et les Allemands sont les principaux contributeurs. Ironie du sort, notez que ce sont aussi ces deux pays qui sont premières victimes des sanctions de Bruxelles contre la Russie. Une autre séquence a également fait s'enorgueillir les télégraphistes parisiens. La fois dernière, nous avions dîné à la Tour Eiffel avec votre merveilleuse épouse et ma merveilleuse épouse. Et il a commencé à parler du French Deal et répondait en français aux journalistes sur notre accord et nous n'avions pas de traducteur, donc je répondais oui, en hochant de la tête. Et quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai vu dans la presse ce que Macron avait dit et ce n'était pas du tout ce que nous avions conclu ensemble. Je me suis dit, il m'a bien eu, quel client intelligent. Un procédé de bluff qui a dû amuser Donald Trump à l'époque, mais qui témoigne aussi du fonctionnement d'Emmanuel Macron, le transformant de fait en allié peu fiable sur l'échiquier diplomatique. Une tendance qui se remarque aussi avec une litanie de mots qui ne signifient souvent pas grand-chose.
Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste, évidemment. Pour lui, un tournant, mais uniquement pour lui. En effet, les propos d'Emmanuel Macron ne disent rien de concret, sinon que les pays européens vont continuer de payer encore un peu pour l'Ukraine et maintenir le train de vie de Volodymyr Zelensky, avant peut-être que Paris ne lui propose une zone de refuge après la paix. Une paix qu'Emmanuel Macron a donc bien dû accepter de voir avancer, tout en la rhabillant des prétendues conditions de l'Union européenne, dont les États-Unis et la Russie n'ont cure. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne, et c'est une paix dans laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour maintenir dans la durée sécurité et stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Pendant qu'Emmanuel Macron était à Washington pour faire croire à la presse parisienne qu'il comptait encore, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution américaine sur l'Ukraine avec le vote de la Russie. Aujourd'hui réunis à l'occasion de ce 3e anniversaire, ce dont nous avons besoin, c'est une résolution qui illustre l'engagement de tous les membres des Nations Unies, l'engagement à mettre un terme de façon durable à la guerre. Le projet de résolution soumis par les États-Unis donne la priorité à la cessation du conflit. Nous exhortons l'Ukraine et la Russie à parvenir à une paix durable. Voilà ce dont nous avons aujourd'hui besoin et nous exhortons tous les États membres, y compris l'Ukraine et la Russie, à se rallier à notre initiative. C'est une déclaration simple mais historique que pourraient transmettre les Nations Unies et l'Assemblée générale, une déclaration tournée vers l'avenir. L'objectif de cette résolution, c'est de mettre un terme à la guerre, tout simplement. Il est possible de tracer le chemin vers la paix. Une résolution finalement adoptée donc, malgré quelques amendements, alors même que la résolution présentée par l'Ukraine pour réaffirmer le soutien de Kiev a été adoptée, mais sans le vote américain. De quoi comprendre que la paix n'a jamais été aussi proche, qu'elle se fera aux conditions fixées par les États-Unis et la Russie. Restera pour l'Europe une mission non moins aisée, tenter de sauver la face. En Allemagne, alors que le parti nationaliste AfD a effectué une percée électorale fulgurante, son chef, Alice Weidel, est devenu un acteur incontournable de la scène politique. Le point de Renaud de Bourleuf. C'est un parti devenu incontournable dans le paysage politique allemand. L'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, est dirigée par Alice Weidel. Chef du parti nationaliste depuis 2022, elle est un profil surprenant pour la formation, principalement ancrée dans les territoires ruraux de l'ancienne RDA. Après avoir grandi dans une famille aisée de Bavière, elle commence au début des années 2000 une carrière dans la finance chez le banquier américain Goldman Sachs. Après plusieurs années aux États-Unis et en Chine, elle se lance en politique dans le parti libéral-démocrate, connu sous le sigle FDP. Un point de départ qui semblait augurer d'une carrière mondialiste pour une personnalité qui vit en couple avec une femme sri-lankaise de nationalité suisse. Ensemble, elles ont adopté 2 enfants. En 2013, elle rejoint le parti Alternative pour l'Allemagne fraîchement créé. La formation est alors essentiellement tournée vers la critique de l'Union européenne. Alice Weidel aurait été principalement motivée par son opposition à l'euro. Elle ne se prononce pas pour une sortie de l'Allemagne de l'UE, mais de la zone euro. En 2015, alors que le chancelier Angela Merkel a ouvert la porte à 1 million de Syriens, le parti AfD adopte une ligne anti-immigrationniste qu'elle approuve. Die öffentlichen Räume wie Straßen, Wege, Plätze, Parks, Schwimmbäder, Verkehrsmittel werden zusehends zu Risikoräumen, nicht zuletzt für Frauen. Deutschland zu einem sicheren Hafen für Kriminelle und Terroristen aus der ganzen Welt geworden ist. Lors des élections législatives de 2017, elle est tête de liste du parti et est élue députée. Pour le premier scrutin national, l'AfD obtient 94 élus sur les 709 sièges du Bundestag. Le parti enregistre une légère baisse lors des élections législatives de 2021 et passe à 83 députés. Mais l'AfD connaît d'autres succès, notamment lors d'élections locales et européennes. Mais en 2024, considérée comme trop radicale, l'AfD est exclue du groupe parlementaire Identité et démocratie au Parlement européen, le groupe dont le Rassemblement national est le membre le plus important. Mais Alice Weidel parvient à développer ses relations internationales. Le parti fonde un nouveau groupe parlementaire, l'Europe des nations souveraines, que rejoint notamment la seule élue du parti français Reconquête, Sarah Gnafo.
Elle met en avant des positions nuancées sur les conflits en cours. Concernant la guerre en Ukraine, elle affirme que l'intervention des troupes russes en février 2022 est contraire au droit international, mais que l'Occident n'est pas pour autant tenu de céder aux exigences ukrainiennes. Elle juge par ailleurs que l'Allemagne a été le grand perdant des sanctions décidées par l'UE contre la Russie. Elle affiche aussi sa proximité avec l'homme d'affaires américain Elon Musk, membre de l'administration Trump, qui considère que l'AfD est, je cite, le meilleur espoir pour l'Allemagne. Pendant la campagne des élections de 2025, elle se rend en Hongrie pour rencontrer le Premier ministre Viktor Orban. Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration. Und wir als Alternative für Deutschland, wir wollen ebenfalls keine illegale Migration mehr in unserem Land haben. L'immigration massive a été au cœur de la campagne électorale. Alice Weidel affirme que l'ancien chancelier Angela Merkel a détruit le pays. Nous nous engageons à sauver l'Allemagne, notre patrie. Et on dit au monde entier, les frontières allemandes sont fermées. Même si, lors du scrutin dimanche, l'alliance de centre-droit CDU-CSU est parvenue à remporter les élections, Alice Weidel peut être satisfaite d'une percée éclatante. Wir konnten unser Ergebnis innerhalb von 3 Jahren seit den letzten Bundestagswahlen verdoppeln. Und das ist ein wahnsinniger Erfolg in Anbetracht dessen, dass unsere Partei erst 12 Jahre alt ist. Also das hat noch nie jemand in Europa hingelegt, in der kurzen Zeit sich zu einer Volkspartei zu etablieren. Alice Weidel est prête à rejoindre une coalition, mais la porte lui sera fermée par l'alliance CDU-CSU. À la tête d'un groupe de 152 députés, elle pourrait désormais peser sur la politique du gouvernement, soit par la censure, soit en soutenant ou en rejetant les réformes proposées. Avant les élections, la CDU avait eu besoin de l'AfD pour soutenir une proposition de loi visant à restreindre le regroupement familial et faciliter les placements en rétention des clandestins. La tentative de réforme s'est soldée par un échec, mais l'AfD a eu ainsi l'occasion de s'affirmer comme un acteur politique incontournable. Friedrich Schmerz, qui devrait devenir chancelier dans les semaines à venir, sait qu'il ne pourra pas faire fi d'Alice Weidel. Les OQTF, véritables serpents de mer du chaos migratoire et sécuritaire français. À chaque attaque, ou presque, ces 4 lettres reviennent fatalement dans le débat sans que les gouvernements successifs ne soient capables d'apporter des réponses. Explication avec Olivier Frère-Jacques. OQTF, 4 lettres qui reviennent régulièrement dans l'actualité migratoire française, qu'il s'agisse de crimes ou d'expulsion d'agents de l'étranger, pudiquement nommés influenceurs. Tragiquement, l'attaque de Mulhouse a une nouvelle fois mis en lumière les failles du système judiciaire français en matière de gestion de ces fameuses obligations de quitter le territoire français. L'auteur de cet attentat, un ressortissant algérien de 37 ans, était sous le coup d'une OQTF depuis plusieurs mois. Pourtant, malgré 10 tentatives de renvoi vers son pays d'origine, les autorités algériennes ont systématiquement refusé de le reprendre. La faute à Alger, en partie, certes, mais surtout la responsabilité de Paris, incapable de faire appliquer ses propres décisions. Les OQTF sont pourtant censés être un outil clé pour contrôler l'immigration irrégulière, mais leur application se heurte à des obstacles majeurs, notamment le refus des pays d'origine de coopérer. Dans le cas de l'attentat de Mulhouse, l'Algérie a ainsi refusé à 10 reprises de délivrer un laissez-passer consulaire nécessaire à l'expulsion de son ressortissant. Le Premier ministre François Bayrou a qualifié cette situation d'inacceptable et souligné la détermination de la France à agir. Autant dire que rien ne sera fait et que les Français sont bons pour attendre le prochain drame des OQTF. Ici, l'incurie sécuritaire des gouvernants se confronte à leur incapacité à traiter avec l'Algérie. Si certains, comme Bruno Retailleau, bandent les muscles, la France demeure dans un entre-deux vis-à-vis d'Alger, avec qui Paris connaît des polémiques à répétition, alors que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal demeure emprisonné en Algérie. Autre affaire, entre les deux chancelleries, l'affaire Doualem, du nom d'un influenceur algérien condamné pour provocation publique à commettre un crime. Boualem Naman, de son vrai nom, était sous le coup d'une OQTF avant que celle-ci ne soit annulée par le tribunal administratif de Melun. Malgré les propos hostiles à la France et incitant à la violence contre les Français, ainsi qu'une condamnation, il a pu rester sur le territoire national. Les OQTF, souvent présentés comme une solution, semblent davantage ressembler à un leurre face à une migration incontrôlée. Le sujet n'est d'ailleurs pas clair au sein même du gouvernement où les divisions sont palpables. Bruno Retailleau plaide pour un rapport de force avec l'Algérie, allant jusqu'à suggérer la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite la circulation des Algériens en France. En face, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, prône une approche plus diplomatique, estimant que les mesures unilatérales ne fonctionnent pas.
Cette cacophonie gouvernementale ne fait qu'affaiblir la position française et nourrit le sentiment d'impuissance des citoyens qui sont condamnés à attendre le prochain crime d'un OQTF en espérant que leurs proches ou eux-mêmes ne seront pas les prochaines victimes. L'attentat de Mulhouse et l'affaire Doualem révèlent les failles d'un système à bout de souffle. Les OQTF, souvent présentés comme une solution miracle, se heurtent à des obstacles juridiques, diplomatiques et pratiques. Le gouvernement, divisé et hésitant, traversé par des influences venues aussi bien du PS que des Républicains, semble incapable de prendre des décisions fermes. Pendant ce temps, les citoyens français paient le prix de cette inefficacité entre insécurité et sentiment d'abandon. Les OQTF, mesures censées protéger les Français, deviennent de véritables symboles de l'impuissance de l'État face à la délinquance et parfois la criminalité migratoire. Et l'on poursuit à présent avec un rapide tour de France. L'affaire Betaram continue de coller au basque du Premier ministre. Une plainte pour non-dénonciation de crimes et délits visant François Bayrou a été déposée vendredi à Cap-Breton dans les Landes. Des témoins accusent ainsi le Premier ministre actuel d'avoir été au courant d'accusations de violences sexuelles au sein de cet établissement béarnais, fréquenté d'ailleurs par plusieurs de ses enfants dans les années 90. Interrogé sur le sujet lundi au Salon de l'Agriculture, le chef du gouvernement a déclaré qu'il n'alimenterait pas le scandale. Du côté des Insoumis, on s'en tire étrangement à bon compte en dépit de l'affaire de réseau pédocriminel qui concerne un de ses candidats aux élections départementales de 2021, Pierre-Alain Cotineau, pour des faits pourtant qui se sont déroulés il y a seulement quelques mois. L'ordre des médecins sur le banc des accusés dans le procès Le Squarnec. Lundi, pour le premier jour d'audience de l'ancien chirurgien accusé d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur près de 300 patients, le plus souvent mineurs, une manifestation était organisée devant le siège de l'institution parisienne. En effet, il semble qu'en 2006, soit 11 ans avant la mise en examen de Joël Le Squarnec, plusieurs instances hospitalières auraient été informées d'une condamnation de l'intéressé pour détention d'images pédopornographiques. Pourtant, l'ordre des médecins n'a pas agi, offrant une véritable impunité aux praticiens. Par ailleurs, le ministère de la Santé aurait également été au courant de l'affaire sans qu'il n'ait donné davantage de suite. La sidérurgie française de moins en moins solide. Jeudi à Paris, plusieurs ministres européens de l'industrie vont se réunir pour discuter de l'avenir de la production d'acier en Europe. Le secteur souffre d'une surproduction chinoise, mais aussi de l'inflation énergétique due aux sanctions contre la Russie. En France, le numéro 2 mondial, ArcelorMittal, doit fermer 2 sites à Reims et à Denain et a suspendu un projet d'investissement de 1,8 milliard d'euros dans la décarbonation de l'acier à Dunkerque. D'autres fermetures sur l'ensemble du territoire européen sont à craindre et l'entrée en vigueur le 12 mars d'un décret du président des États-Unis Donald Trump instaurant des droits de douane à 25% sur l'acier et l'aluminium ne devrait pas arranger la situation. Selon les professionnels, c'est la pire crise du secteur depuis 2009. Le César des affaires judiciaires pour Gérard Depardieu. Selon une information dévoilée lundi par Mediapart, l'acteur est visé depuis février 2024 par une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de cette fraude. Il s'agit de sa domiciliation en Belgique depuis le 1er janvier 2013 qui serait fictive. Rappelons qu'en 2012, alors que François Hollande, fraîchement élu président de la République, avait annoncé une taxation à 75% des revenus annuels supérieurs à 1 million d'euros, Gérard Depardieu avait alors acquis une villa à Néchin, commune belge frontalière de la France. Il avait alors affirmé qu'il était normal de payer des impôts, mais pas un tel montant, et je cite, « pas à des cons qui pensent qu'ils font le bien ». C'est aujourd'hui une nouvelle affaire pour Gérard Depardieu, qui doit en plus être jugé les 24 et 25 mars pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage, des accusations qu'il conteste. À présent, suivons l'actualité internationale en bref. Associated Press mise au banc du bureau Oval. La célèbre agence de presse états-unienne a vu un juge fédéral rejeter sa demande en référé pour accéder à la Maison-Blanche. Le juge McFadden ne s'est ainsi pas prononcé sur le fond et a fixé une nouvelle audience au 20 mars. En revanche, il a averti l'administration Trump, qui reproche à Associated Press de ne pas utiliser le terme « Golfe de l'Amérique », que la jurisprudence n'était pas de son côté. En effet, le président fraîchement investi entend renommer le Golfe du Mexique ainsi et apprécierait que la presse en fasse de même. Prochain épisode, le 20 mars.
Quel avenir pour la diplomatie britannique ? Éternel vassal de Washington, Londres peine à trouver sa place sur l'échiquier mondial depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, acteur particulièrement actif sur le théâtre de guerre ukrainien, au point de s'aborder les premiers accords de paix de mars 2022. La Grande-Bretagne est écrasée entre son bellicisme néoconservateur et les envies pacifiques de l'oncle Sam de Donald Trump. En réalité, tout porte à croire que les Anglais vont profiter de la politique américaine tout en poussant l'Union européenne dans ses choix suicidaires vis-à-vis de l'Ukraine ou du reste. Conflit entre les langues de Shakespeare et de Cervantes. Jeudi, à Madrid, l'association des académies de langue espagnole s'est offusquée du retrait par le gouvernement américain de la langue espagnole du site internet de la Maison-Blanche. Depuis le lendemain de l'investiture de Donald Trump, un message d'erreur est affiché pour les internautes qui veulent accéder au site en version hispanophone. Le sous-secrétaire de presse américain avait pourtant affirmé que le gouvernement remettrait en ligne la page en espagnol à court terme. Bien qu'il n'y ait pas aux États-Unis de langue officielle, l'anglais reste de facto celle de l'administration et de très loin la plus parlée. Mais la population latino-américaine représente près d'un cinquième de la population américaine. C'est Joe Biden qui avait remis en ligne la version espagnole du site internet de la Maison-Blanche. Aller-retour sans escale pour Rima Hassan. L'eurodéputée de la France insoumise, militante médiatique pro-palestinienne, faisait partie d'une délégation européenne en déplacement en Israël. Elle a été refoulée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Habituée aux actions provocatrices pour sensibiliser aux crimes de guerre israéliens, l'élu espérait probablement être arrêtée pour faire parler d'elle. Les autorités locales ont préféré la renvoyer immédiatement à Bruxelles sur ordre du ministre de l'Intérieur. Tel Aviv s'évite ainsi une polémique pénible et l'égérie des Insoumis rate son coup de com'. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Laurent Ozon pour évoquer l'entente entre Poutine et Trump face à l'État profond occidental. Également au programme Le Zoom, Franck Martini explique l'effondrement de la civilisation moderne à travers la démocratie libérale qu'il qualifie d'empire du mensonge. Sur la chaîne Format Court de TVL, Claude Cholet fait quant à lui le portrait piquant de Jean Quatremer. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.